Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, on a dû interrompre un petit peu en catastrophe notre cours précédent, puisqu'au bout de 8 minutes et quelques, mon écran a figé. Merci Apple, je t'aime Steve. Donc, on parlait effectivement de ce cours qui avait eu lieu il y a quelques temps avec les terminales L, où j'avais demandé un petit peu aux élèves comme ça quelle était leur chanson préférée. Et on avait eu des réponses très différentes. Sur les 30 élèves, à peu près une vingtaine qui avaient pris la parole et qui avaient parlé de leur chanson ou de leur air de musique préférée. Et on n'avait pas eu une seule réponse semblable. Et finalement, on aurait pu aller plus loin. J'aurais pu vous interroger sur les élèves qui m'ont dit, bah moi, ma chanson préférée, c'est Smells Like Teen Spirit de Nirvana ou voilà n'importe quelle la chenille de la bande à Basile, je ne sais quoi. Et si j'avais demandé à l'élève en question, mais pourquoi tu aimes cette chanson-là en particulier? Pourquoi tu aimes ce mouvement artistique? Pourquoi est-ce que tu préfères le rock? Pourquoi est-ce que tu préfères le rap? Pourquoi est-ce que tu préfères le classique? Eh bien, je pense que l'élève en question aurait été un petit peu en difficulté de m'expliquer pourquoi il ou elle aimait cette chanson-là ou ce style musical en particulier. C'est assez inexplicable. Les jugements esthétiques et artistiques sont souvent assez inexplicables. J'aime telle musique, j'aime telle œuvre, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Je n'aime pas tel artiste, mais pourquoi? C'est pas parce qu'il est méchant, enfin ça peut être pour ça, mais c'est pas lié. C'est parce que tel artiste est faux, il fait des mauvais calculs. Non, c'est pas une question de calcul, c'est pas une question de morale. J'aime ou je n'aime pas tel ou tel artiste, j'aime ou je n'aime pas son univers, mais voilà, ça reste du critère extrêmement subjectif. C'est pour ça que Kant, dans un livre qui s'appelle La critique de la faculté de juger, qui est un bouquin assez épais, qui doit être là derrière moi. Critique de la faculté de juger de Kant. Où es-tu? Bon, c'est pas grave. Alors, attends, là, j'ai du Kant. Voilà, hop, il est là. Hop, Kant, critique de la faculté de juger, il est ici. C'est un bouquin que Kant a écrit assez tard dans sa vie, puisqu'il avait déjà écrit ses deux premières critiques, qui s'appelaient Critique de la raison pure et Critique de la raison pratique. Alors la critique de la raison pure nous parle des jugements intellectuels, la critique de la raison pratique nous parle des jugements moraux, et puis ce troisième livre, on sent que Kant a vraiment des difficultés à s'y mettre, parce que il a du mal à comprendre d'où peut bien nous venir ce fameux jugement moral, ce fameux jugement esthétique. Pourquoi est-ce que je n'aime pas tel ou tel artiste? Et souvent, dit Kant, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas les mêmes choses que vous, artistiquement, qui vous dit, mais si, tel artiste, c'est absolument génial ce qu'il fait, vous avez tendance à dire, mais non, c'est pas bien. Ah ouais, ok, mais pourquoi c'est pas bien? Mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ou alors nos goûts peuvent changer. Je sais pas, moi, par exemple, quand Lady Gaga est apparue, j'aimais pas du tout ce qu'elle faisait. Elle me gonflait, je trouvais que c'était une artiste complètement préfabriquée, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai pas eu d'explication pour ça. On m'a pas dit, mais si, je vais te faire écouter, je vais t'expliquer, parce que comment veux-tu expliquer? J'ai commencé à écouter un petit peu du Lady Gaga et je me suis rendu compte qu'en fait, non, artistiquement, c'est super bien Lady Gaga. Et même si aujourd'hui je suis pas un grand fan de Lady Gaga, je peux en écouter, je me dis, ouais, c'est de la qualité, c'est des bonnes choses. Un peu trop produit, un peu trop Merloc, mais bon, voilà, on peut très bien changer ses avis en matière d'esthétique. Oui, en matière d'esthétique et en matière d'art. Là où, moralement, on peut pas dire un jour, tiens, bah, telle action est bonne, et puis le lendemain dire, tiens, elle est mauvaise. Donc, c'est très très compliqué, les jugements esthétiques, et donc Kant va essayer malgré tout de donner une définition sur ces fameux jugements esthétiques. Ce type de jugement n'est ni moral ni intellectuel, et pourtant il est universel et provoque l'adhésion des personnes souvent très différentes. C'est donc une forme de ressenti particulier et qui vise à l'universel. Kant le dit lui-même à propos du beau, et là-dessus vous pouvez souligner ou surligner cette définition du beau selon Kant, est beau ce qui plaît universellement, sans concept. Je n'ai pas besoin de concept, je n'ai pas besoin d'explication pour dire pourquoi j'aime telle ou telle chose, mais souvent, effectivement, les critères sont universellement les mêmes. Ce qui fait qu'effectivement, on a du mal à expliquer, par exemple, pourquoi la Joconde trimballe une telle attirance, pourquoi la Joconde trimballe une telle légende derrière elle, alors que finalement, c'est juste un tableau comme un autre, et qu'il y a probablement des tableaux de Léonard de Vinci qui provoquent des sentiments beaucoup plus forts chez nous. Je vais vous parler d'une expérience également que j'avais faite, je raconte un petit peu ma vie, mais c'était assez intéressant. Quand mon fils était tout petit, c'est encore un bébé, il commençait à peine à marcher, on était allé au Louvre avec lui, et on avait fait un petit peu le tour du Louvre, et j'observais un petit peu ses réactions par rapport au tableau qu'on voyait. Et donc pour un tout petit garçon qui commence un petit peu à marcher, il galopait, même il courait un petit peu dans les couloirs du Louvre, et j'avais remarqué que tout au long de la visite du Louvre, mon fils, en particulier, s'arrêtait devant les tableaux qui étaient soit très colorés,
Par exemple, les œuvres d'Arcimboldo ou Mondrian, ou ce genre d'œuvres-là, ou alors les tableaux qui étaient très très grands, ça le fascinait, ou les statues, les très grandes statues, ça fascinait mon fils. Les tableaux en général, bof. Et puis on est arrivé dans cette salle particulière qui est celle où il y a la Joconde, et il y en a parmi vous qui sont sans doute allés au Louvre et qui se souviennent de cette salle-là, et sans rien dire à mon fils, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmené devant la Joconde. Alors, il a fallu jouer des coups, parce qu'il y avait 150 Japonais en train de contempler la Joconde, et voilà, donc j'ai rien dit à mon fils, je lui ai pas dit regarde comme c'est beau, etc. Et là, mon fils est complètement tombé, mais j'ai vu son regard tout d'un coup s'arrêter sur la Joconde, il était fasciné. Fasciné, il quittait pas du tout le tableau des yeux, et quand je suis reparti, je l'avais toujours dans les bras, et il tournait la tête comme ça pour continuer à voir la Joconde, ce qui est quand même très très étonnant. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette fameuse Joconde? Et on sait qu'il y a par exemple des scientifiques qui ont essayé de percer les secrets de la Joconde, qui l'ont analysée, qui ont essayé de comprendre pourquoi, dans ses proportions, dans son attitude, pourquoi la Joconde provoque une telle fascination chez nous, même chez par exemple des tout petits, comme mon fils. Alors encore une fois, c'est juste un exemple, hein, c'est pas voilà, c'est juste un enfant génial puisque c'est le mien. Mais voilà, pourquoi est-ce que la Joconde provoque une telle fascination chez un public qui n'est pas au courant de toute la légende? Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, la Joconde nous fascine parce qu'il y a 1000 choses sur elle, parce que c'est le tableau le plus connu du monde. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que ce simple portrait fait par Léonard de Vinci à la demande d'un seigneur vénitien, je crois, a construit une légende comme ça autour d'elle? Eh bien voilà, on ne saura sans doute jamais. Et pourtant, nous dit Kant, et non pas Léonard de Vinci, est beau ce qui plaît universellement, sans concept. Pas besoin de concept, pas besoin de raison pour comprendre pourquoi on aime telle ou telle œuvre d'art, ou telle conception du beau. La question qui reste posée est la suivante. Est-ce que les critères de valeur artistique sont en nous dès la naissance, ou bien est-ce que ce sont des choses que l'on apprend, que nous apprend la société en nous montrant à chaque époque des critères de beauté très précis? Si on regarde bien, on se rend compte que les critères de la beauté peuvent varier d'une époque à l'autre ou d'une civilisation à une autre, et là je vous renvoie à votre manuel. Dans votre manuel, alors est-ce que je vais le retrouver parce que j'étais à une autre page, vous avez la conception de la beauté féminine à travers des œuvres très très différentes à travers les siècles et l'histoire. Alors si je retrouve pas, je vous incite à aller ah bah voilà, je l'ai trouvé, c'est à la page 203 de votre manuel. Voilà comment a été mis en scène la beauté féminine à travers les époques et à travers les différentes civilisations, les différentes cultures. On a une petite bonne femme préhistorique qui est là et qui a des critères de beauté assez différents des canons esthétiques de notre époque. Hein. C'est pas Kate Moss, la nana. On a la beauté antique, on a la beauté du continent africain, et là on a une forme de beauté très éthérée, très hiératique, je crois que c'est l'île des Cyclades, Paros, archipel grec, époque cycladique, musée du Louvre de Paris. Donc vous voyez que, voilà, à travers des siècles différents, on a une conception de la beauté féminine extrêmement différente. Si on devait ajouter la beauté féminine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle sera encore différente de toutes ces conceptions-là. Voilà, donc allez voir ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, je vous recommande vivement, justement, d'aller voir le texte de Kant, qui parle justement de cette beauté, qui nous dit que est beau ce qui plaît universellement sans concept. Ça se trouve exactement à la page 212. Voilà, lisez ce texte, lisez-le attentivement, il n'est pas évident à lire, hein. Kant c'est pas évident à lire en général. Page 212, on ne saurait confondre le beau avec l'agréable, c'est pas parce que quelque chose va flatter nos sens, va être mignon, va être joli, va avoir des jolies couleurs douces qui s'accordent bien ensemble, qu'on va être forcément dans la beauté au sens artistique du terme. Je vous renvoie à des tableaux assez violents, je vous renvoie à des artistes par exemple comme Christian Boltanski, parce que si on parle de violence dans l'art, on va éviter le truc qu'on ressort à chaque fois et qui est Guernica de Picasso. Hein, les profs de philo en ont ras-le-bol au bac de voir des trucs, c'est toujours les deux exemples, la Joconde et Guernica de Picasso. Donc changez un petit peu, pensez à la violence dans certaines œuvres. Tout à l'heure je vous parlais d'un film comme Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Toutes ces œuvres qui ont représenté la guerre, la mort, la destruction, la violence, et qui pourtant sont des œuvres belles. Ou je sais pas, un film comme Titanic par exemple. Le film Titanic est considéré comme un très beau film avec une très belle histoire, mais c'est pas une histoire qui est belle juste à cause de l'histoire d'amour entre Rose et Jack. C'est aussi un film qui est d'une beauté assez impressionnante, mais qui représente un drame humain. Voilà, on voit plus de 1000 personnes en train de mourir dans de l'eau glacée. C'est pas joli, c'est pas mignon, c'est pas sympa, mais il y a quand même une beauté à travers ça qui en ressort. Donc d'où vient cette beauté? C'est une beauté qui surpasse un petit peu les critères moraux ou de vrai ou de faux qu'on peut avoir à travers la société. Voilà pourquoi
Quoi, pour Kant, l'artiste a un statut très ambigu. Il travaille à l'amélioration de la culture, à l'amélioration du genre humain, carrément. L'art nous élève à la dignité supérieure. Souvenez-vous de la conception de la dignité selon Kant, hein, c'est-à-dire traiter l'autre non comme un moyen mais comme une fin. Nous sommes autre chose que des animaux. L'art est un témoignage d'une époque, une transmission culturelle. C'est par l'art rupestre que nous connaissons la vie des hommes préhistoriques, par les œuvres d'art que nous connaissons la vie de l'Antiquité ou de la Renaissance. Finalement, ce qui est resté de ces époques-là, ce sont des conceptions artistiques des choses. Et pourtant, l'art n'est pas un travail, nous dit Kant, hein, toujours, car il ne nous emprisonne pas dans une façon de faire, il n'est pas une répétition de gestes appris. L'art est liberté, c'est un libre jeu des formes. Voilà, pour Kant, très clairement, l'artiste ne travaille pas, ne peut pas travailler. Pourquoi ? Parce que l'artiste est par définition libre. Il suit des façons de faire, mais il essaye de dépasser sans arrêt ses critères esthétiques, ses façons de faire pour faire quelque chose de nouveau et quelque chose d'entièrement libre. Et d'ailleurs, Kant nous dit, c'est assez étonnant de voir que un artiste, par exemple un musicien, on dit il joue. Un musicien qui part bosser, il part jouer. Un acteur, pareil, ou une actrice, son boulot, c'est de jouer. Jouer la comédie, jouer d'un instrument. Donc voilà, nous dit Kant, c'est pas exactement du travail, c'est plus effectivement un accomplissement profond de notre dignité humaine à travers quelque chose qui ne rentre pas dans des considérations qui sont des considérations pratiques ou utiles. Pour Kant, l'artisan travaille, hein, vous savez ce que c'est qu'un artisan, c'est quelqu'un qui conçoit des objets utiles. L'artisan travaille car il crée pour obtenir un salaire, son objectif est autre que la création pure. L'artiste, lui, joue pour jouer. Il crée pour créer. Le salaire ou la reconnaissance lui importe peu. Effectivement, un artiste peut être très riche par ce qu'il fait, mais c'est pas pour ça qu'il le fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un artiste, créer des choses et ne rien gagner avec ça de toute votre vie, avoir un autre métier à côté. Il y en a plein aujourd'hui, hein, si vous allez voir sur internet, des gens qui font de la musique et qui ont un autre boulot à côté. Moi j'ai plein de potes qui sont profs et qui ont des groupes de musique ou qui peignent ou qui voilà, mais qui peuvent être malgré tout considérés comme des artistes parce que l'art n'attend pas de salaire. Là où l'artisanat, la technique attendent un salaire. L'art est liberté, c'est un libre jeu des formes. Pour Kant, ça j'ai déjà dit. Le salaire ou la reconnaissance lui importe peu. Pour Kant, l'artiste travaille, mais pas de façon mercenaire. Un mercenaire, hein, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour obtenir de l'argent, une reconnaissance. C'est un travail qui œuvre pour la dignité humaine, pour la dignité de l'humanité, pour son élévation. L'art n'a d'autre but que lui-même et la contemplation esthétique pure. En quelque sorte, la dignité est dans l'art même, puisque vous vous souvenez que Kant disait la dignité morale, c'est considérer l'autre comme une fin et non pas comme un moyen. Eh bien, l'art, c'est pareil, c'est une forme de dignité, puisque on fait de l'art pour l'art. Pas pour l'argent, pas pour les sous. Un artiste, entre guillemets, qui va créer uniquement pour avoir de l'argent ou pour avoir de la reconnaissance, ne sera pas vraiment considéré comme un artiste. Regardez tous ces artistes dont on dit c'est trop technique, c'est trop... on sent qu'il y a l'argent, l'attrait de l'argent derrière. Et bien ces gens-là, en général, ont très peu de reconnaissance artistique. On dit c'est pas vraiment un artiste. Voilà, il y a plein d'exemples. Mais voilà, si on crée pour autre chose que le fait de créer, pour Kant, on n'est plus un artiste. Et je pense qu'aujourd'hui encore, dans nos sociétés, il y a encore une sorte de mépris pour les artistes qui font ça pour l'argent. Et cette distinction-là nous vient finalement de Kant, qui dit l'art, c'est l'art pour l'art. Si vous gagnez de l'argent, tant mieux pour vous, mais ça ne doit pas être considéré comme l'art ne doit pas être considéré comme un moyen pour une fin. L'art est une fin en soi. Voilà, on passera au petit b, parce que je crois que ma partie est un petit peu longue, on passera au petit b la prochaine fois, lors de la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.